Salut, bienvenue à la 17e partie. Nous avons vu que grâce à la fabrication consciente et répétée d'outils, nos ancêtres ont pu élargir leur menu et profiter de nouvelles opportunités. Ici, l'introduction de la viande dans leur alimentation régulière semble éclipser totalement leurs autres stratégies de survie, et nous devons faire quelques efforts pour nous rappeler qu'ils sont, en fait, des omnivores très versatiles. Cela dit, leur nouveau mode de vie les pousse à se déplacer de plus en plus loin des arbres, à devenir meilleurs bipèdes et à gérer des territoires de plus en plus différents. Passons maintenant à l'Oldowayen classique, de 1,8 million d'années à 1,5 million d'années. Les périodes géologiques correspondent généralement à des changements climatiques importants. Le Pliocène se termine vers 1,8 million d'années. Il est succédé par le Pléistocène, soit la dernière période géologique avant notre époque actuelle. À force de déterrer des fossiles, nous sommes forcés de classer certains spécimens provenant d'époques et de régions différentes dans une même espèce. Or, il arrive parfois que les paléontologues doivent créer un nouveau taxon pour mieux représenter la réalité. Ainsi, à l'Oldowayen ancien, le nouveau taxon Homo rudolfensis, regroupant les hommes des savanes, se distinguait des Homo habilis, maintenant limité aux spécimens vivant encore proches des arbres. À l'Oldowayen classique, ceux que nous nommions autrefois Homo erectus sont désormais appelés Homo ergaster. Le terme Homo erectus ne sert plus qu'à désigner les descendants d'Homo ergaster qui se rendront à l'autre bout du monde, en Asie orientale. Les Homo ergaster, au visage plus large, plutôt plat et sans menton, sont-ils des descendants des Homo habilis ou des Homo rudolfensis? D'où viennent-ils exactement? En fait, nous ne le savons pas. À leur apparition, vers 1,9 million d'années, le mode de vie des Homo ergaster est pratiquement identique à celui de leurs contemporains. Et ils vont cohabiter près d'un demi-million d'années avec les derniers paranthropes, les Homo habilis et les Homo rudolfensis. Leurs ancêtres, quels qu'ils soient, ont appris à planifier leurs activités à l'avance, donc en fonction de leurs besoins futurs. Et leurs techniques de fabrication d'outils se sont standardisées. Bref, leurs comportements sont clairement en continuation avec le million d'années qui précèdent, sauf qu'à plusieurs égards, ils représentent un bond évolutif important. Leur survie ne dépend plus du hasard, c'est-à-dire qu'ils mangent régulièrement de la viande et nous leur attribuons le crédit des premiers camps de base, qui sont mieux aménagés que les camps temporaires. Les Homo ergaster vont laisser des cailloux taillés partout où ils iront. Et peu de temps après leur apparition, vers 1,8 million d'années, le nombre d'outils fabriqués se met à augmenter considérablement. Ne serait-ce que physiquement, ils sont plus grands, dépassant les grands paranthropes d'une tête. Puisque la taille des femelles rejoint presque la taille des mâles, nous pouvons imaginer, sans conclure hors de tout doute, que leur société devienne monogame autour de cette époque, et que les relations entre les mâles et les femelles deviennent plus d'égal à égal. Si le cerveau des premiers hommes, c'est-à-dire les Homo habilis et les Homo rudolfensis, était 50% plus gros que ceux des chimpanzés, c'est parce qu'ils étaient eux-mêmes physiquement 50% plus gros. Dans le cas des Homo ergaster, toute proportion gardée, leur cerveau a véritablement grossi, c'est-à-dire qu'ils atteignent en moyenne 900 cm3. Comme ils sont presque totalement affranchis des arbres, cette croissance pourrait être une conséquence de mieux traiter les informations complexes reliées à la marche debout, comme par exemple le centre de gravité et la coordination des muscles. C'est aussi à cette époque que notre système digestif se serait modifié. Afin d'absorber un maximum de nutriments des plantes, qui sont difficiles à digérer, les végétariens ont besoin d'un intestin très long qui dépense lui-même beaucoup d'énergie. Grâce à une alimentation de plus en plus basée sur les noix et la viande, à valeur nutritive nettement supérieure aux végétaux, en plus d'être plus facile à digérer, nos ancêtres ont pu obtenir un gain en énergie à la fois par leur alimentation et en rétrécissant leur système digestif. Le visage et la mâchoire sont devenus plus petits, et la colonne vertébrale ne rentre plus par l'arrière du crâne, comme chez les primates quadrupèdes. Elle pénètre maintenant par la base, diminuant l'espace du larynx entre la bouche et la colonne vertébrale. Notons qu'il est peu probable que le larynx soit descendu dans la gorge d'Homo ergaster dans le but précis de lui permettre de parler.
La fonction du larynx est de retenir l'air et de stabiliser la poitrine lors d'un effort physique, comme par exemple lorsque nous soulevons une lourde charge ou que nous lançons un objet de toutes nos forces. Sa rigidité, importante pour grimper aux arbres, n'est plus nécessaire pour les bipèdes. En conséquence, en se faisant tasser par la colonne vertébrale, notre larynx est devenu plus membraneux et plus flexible. Un des effets secondaires de ce changement est que nous ne pouvons plus respirer en mangeant sans risquer de nous étouffer. L'évolution vers la bipédie a des origines remontant à la seconde moitié du Miocène, après quoi il fallut attendre les Australopithèques, qui marchaient en se balançant maladroitement, pour qu'une espèce avec un mode de vie réellement bipède émerge du lot. Les Homo ergaster ont un pelvis, des jambes, des genoux et des gros orteils faits pour marcher debout. En fait, ils auraient eu autant de difficultés à marcher à quatre pattes que vous et moi. L'adaptation des oreilles, qui venaient des primates pour garder l'équilibre dans les arbres, s'est modifiée pour la marche autour de leur époque, ressemblant maintenant presque à celle des hommes modernes. Debout, ils sont moins exposés au soleil du midi qu'à quatre pattes et l'air est un peu plus frais en s'éloignant du sol. Grâce à une démarche plus proche de la nôtre, ils franchissent une nouvelle étape en quittant la protection des arbres. Ils vont s'aventurer partout. Pour la première fois, voilà de vrais bipèdes. Chez l'homme moderne, les enfants peuvent apprendre à marcher dès l'âge de 1 an et ils peuvent déjà courir peu de temps après. Alors, qu'en était-il de nos ancêtres à cette époque? Nous ne le savons pas vraiment. Commencent-ils à chasser des bêtes de taille modeste? Peut-être. Sauf que les fossiles ne sont pas assez concluants. Depuis leurs ancêtres australopithèques, ils ont gagné un avantage à parcourir les savanes debout pendant que le soleil est à son maximum et que les prédateurs se reposent. Ils sont aussi capables de courir et de sauter, mais ils ne se sont pas spécialisés dans la course rapide. Nos ancêtres étaient plus marathoniens que sprinteurs. La preuve, l'arche de nos pieds est faite en tremplin pour nous propulser. Nos jambes sont longues et effilées comme des échasses, élevant la masse corporelle loin du sol pour mieux la faire tomber, donc en penchant vers l'avant. Nos hanches et nos épaules pivotent pour garder le ballon, et notre tronc est compact. En somme, nous pouvons courir à vitesse modeste en dépensant très peu d'énergie. Sans oublier que, toute proportion gardée, nous avons développé les plus grosses fesses de tous les primates. Quiconque a fait du jogging après une longue période d'inactivité le sait très bien. Les fesses sont endolories le lendemain. Elles contiennent des muscles et des réserves de graisse pour courir sur de longues distances plus que pour sprinter. Nos grosses fesses font partie de notre anatomie de marathonien. La position debout aurait aussi, peut-être, entraîné la perte des poils sur le corps, puisque lors du moment le plus chaud de la journée, seule la tête et les épaules sont directement exposées aux rayons du soleil. En fait, si l'on regarde de plus près, nous n'avons perdu aucun poil. C'est-à-dire qu'ils sont encore tous là, mais ils restent tout petits. Nous en conservons sous nos aisselles pour mieux réguler la température, et dans le cas des poils pubiens, ils permettent de démontrer la maturité sexuelle d'un individu. Encore aujourd'hui, les mâles de l'espèce humaine sont un peu plus poilus et sont plus susceptibles d'avoir froid parce que leurs tissus de graisse sont moins développés que ceux des femmes. Notons aussi que nous conservons généralement nos cheveux jusqu'à un âge avancé, sans doute pour protéger notre cerveau. Bon, cela dit, j'ai 40 ans et je remarque que j'ai beaucoup moins de cheveux qu'avant, mais sinon, les cheveux servent à protéger notre cerveau, qui est très sensible aux changements de température. La peau fine du crâne et le peu de graisse à cet endroit lui permettent de se refroidir aisément, pendant que les cheveux aident à conserver la chaleur. Notons aussi que les cheveux sont utiles contre le refroidissement de la pluie, puisque la graisse des cheveux les rend pratiquement imperméables. La perte des poils aurait donc précédé l'usage des premiers vêtements, et aussi l'usage du feu, bien sûr. Or, ce changement, la perte des poils, ne put se faire que grâce à la mélanine, c'est-à-dire une molécule de pigmentation brune produite par les cellules de la peau, capable d'absorber les rayons ultraviolets du soleil. Tous les êtres humains actuels produisent de la mélanine, particulièrement les populations des régions tropicales, leur donnant ainsi une peau plus foncée, puisqu'à cet endroit, les rayons du soleil y sont beaucoup plus intenses. Parallèlement à la modification du système digestif et à la perte des poils, le réarrangement thermique du corps aurait aussi entraîné une autre adaptation, la sueur. Sans une bonne irrigation sanguine, nous devons reprendre notre souffle après un effort physique exigeant.
L'effort physique fait chauffer les muscles et s'ils ne sont pas refroidis assez vite, nous ressentons alors des points aux côtes. C'est le sang qui essaie de passer trop vite par des veines trop étroites. Quand la température ambiante est fraîche, comme par exemple la nuit, le corps n'a pas besoin de faire d'efforts pour se refroidir. Sauf que les premiers hommes n'ont pas du tout évolué pour trouver leur nourriture dans le noir. Grâce à des glandes sudoripares qui sécrètent des sels minéraux près de la peau, l'eau du corps, qui contient une partie de notre chaleur corporelle, se fait attirer vers les pores et peut alors s'évaporer dans l'air, permettant à la chaleur de quitter notre corps. Avoir le poil court permet donc à l'air de circuler près de la peau et de le refroidir, même si la température ambiante atteint 30 degrés Celsius. L'homme est l'un des seuls grands mammifères pouvant perdre une grande partie de sa chaleur par les pores de sa peau. Les autres animaux se refroidissent par leur bouche en sortant la langue. Ils halètent. Quand il fait chaud, un être humain au repos peut perdre 2 litres d'eau par jour, alors que des efforts physiques peuvent nous faire perdre jusqu'à 10 litres. Comparé aux autres animaux, nous buvons beaucoup d'eau pour une créature de notre taille. C'est-à-dire que nous supportons mieux un jeûne de nourriture qu'une privation d'eau. Et depuis que nous suons, nous ressentons parfois de grosses carences de sel. Heureusement pour les premiers hommes, le soleil et les sécheresses font évaporer les lacs des hauts plateaux d'Afrique orientale et produisent ainsi de vastes dépôts de sel facilement accessibles. Même s'il n'y en a pas partout, il y a assez d'eau et de sel en Afrique pour que des nomades en dépendent sur une base régulière. Perdre de la chaleur par la sueur, en libérant la bouche de sa responsabilité de régulateur thermique, est un autre exemple d'adaptation qui contribua indirectement à permettre le langage parlé. Nous ne savons pas à quel moment le larynx est descendu plus bas dans la gorge, puisqu'il ne se fossilise pas, ni à quel moment se produisent les réarrangements du système digestif. Mais la tendance menant vers l'homme moderne chez Homo ergaster est incontestable. Pour plusieurs, ce sont les premiers vrais hommes, alors que les Homo habilis, qui vivaient encore dans les arbres, ne seraient que des australopithèques modernes. Les grandes adaptations d'Homo ergaster se sont produites en réaction au climat aride de l'Afrique de l'Est, et pourtant leurs descendants pourront vivre dans de nombreux nouveaux environnements sans avoir à modifier leur corps. Avant 2 millions d'années, les hominidés ne se diversifiaient qu'en Afrique. Pour la première fois avec Homo ergaster, nous pouvons considérer une espèce comme ancêtre direct. Il faut dire que cette fois, le choix n'est pas difficile, car ils auraient effectivement entraîné l'extinction de toutes les autres formes humaines. Avaient-ils des adaptations supérieures? Une meilleure capacité à innover? Fort probablement. Ces hommes semblent supérieurs à tous les égards. Nous sommes loin de cette époque du Miocène où les hominoïdes régnaient du haut des branches. En dépit de ces adaptations que nous voulions voir comme supérieures à tous les autres singes de la même époque, seule une poignée de descendants aura réussi à survivre. Revenons un instant sur l'histoire des chevaux, dont le destin n'a pas fini de croiser le nôtre. Leurs ancêtres ont évolué en Amérique du Nord, puis certains sont passés par le passage herbeux qui relie l'Alaska à l'Asie, donc le détroit de Bering, pour aller peupler les steppes de Russie. Ils seraient arrivés en Afrique vers 4 millions d'années et n'étaient pas du tout adaptés à cet environnement tropical qui requiert des adaptations particulières. À titre d'exemple, la faune africaine de longue date, vivant à la hauteur de l'équateur, est à peu près immunisée contre la maladie mortelle transmise par les mouches tsetse. Nous l'appelons communément la maladie du sommeil. Les chevaux, eux, ne sont pas immunisés contre cette maladie, mais surtout, ils ont horreur d'être piqués. Une de leurs habiletés, d'ailleurs, est de faire tressaillir leurs muscles exactement où se trouve le dard de l'insecte, pour le briser. Et les coups de fouet de leur queue peuvent trancher un insecte en deux. Sauf que dans le cas des mouches tsetse, ces dernières sont trop résistantes et trop élastiques pour être éliminées de cette façon. Tant que les chevaux ne peuvent se camoufler ou développer des anticorps contre cette infection, l'Afrique tropicale leur est très hostile. Les zèbres sont des chevaux africains ayant développé des rayures. Donc ici, il ne s'agit pas d'un simple motif du poil, c'est la pigmentation de la peau qui leur donne des rayures. Ce camouflage, qui semble être un désavantage en les faisant détonner dans la savane, ne les rend pas plus faciles à attraper pour autant. De leur côté, les prédateurs n'ont pas plus de raisons de chasser un zèbre qu'une autre proie.
Les zèbres, qui devraient être parmi les plus infectés, sont en fait parmi les moins piqués, car leurs rayures les rendent invisibles pour la mouche tsetse. Par la suite, les chevaux qui ont atteint le sud de l'Afrique, donc les zèbres quaggas, sont sortis de cette zone équatoriale et leurs rayures, qui ne sont plus nécessaires, sont moins bien définies. Si nous pensons à notre crainte innée de toucher à une personne gravement malade, il est fort possible que nos ancêtres vivant en région tropicale étaient habités par cette même aversion. Les virus et les infections laissent rarement des traces dans les fossiles, et nous n'aurons probablement aucune preuve tangible des maladies subies par nos ancêtres. Pourtant, nous devons nous poser la question. Est-ce possible que des bipèdes, capables de se déplacer un peu plus, aient rapidement découvert de meilleures conditions de vie ailleurs que dans les tropiques? Est-ce si surprenant que les fossiles des Homo ergaster apparaissent presque simultanément en Afrique et en Chine, donc sans laisser de traces progressives connues de leur migration? Leur rapidité est presque louche, et l'on pourrait croire que des Homo habilis ou des Homo rudolfensis sont sortis d'Afrique avant Homo ergaster. Ce dernier scénario est peu probable, puisqu'il n'y a aucune trace d'hominidés hors d'Afrique avant Homo ergaster. Pourquoi ont-ils quitté l'Afrique? Pourquoi les Homo ergaster se retrouvent si vite aux confins de l'Asie orientale? Se sont-ils perdus? Possédaient-ils déjà cette curiosité d'explorer l'inconnu? Fuyaient-ils vraiment de terribles maladies? Si l'on sait par où passer, une vie humaine est assez longue pour faire quelques allers-retours entre l'Afrique et la Chine en marchant. Malgré cela, les Homo ergaster n'ont pas pu coloniser la région en une seule génération, car les populations doivent être assez nombreuses pour pouvoir se reproduire sans trop de consanguinité. Avec leur mode de vie adapté aux savanes, ces hommes sont devenus relativement dépendants de la viande. Se sont-ils mis à suivre des troupeaux errant dans les steppes sur de vastes distances à la recherche de pâturage? Peut-être. Généralement, les troupeaux d'animaux migratoires sont plus larges que les groupes sédentaires d'une même espèce, atteignant parfois jusqu'à 10 fois plus d'individus. Notons ici que les singes et les premiers hommes ne font pas exception à cette règle. Sans recours aux vautours, suivant leur nourriture à la trace, ils parvenaient sans doute à identifier les bêtes malades, blessées, épuisées ou isolées, et ainsi éviter de prendre trop de risques pour les attraper. En courant moins le risque de tomber sur de la viande pourrie, il risque encore de tomber très malade en mangeant un animal infecté. Notre odorat nous permet, souvent, d'identifier une viande qui causerait un empoisonnement ou une intoxication alimentaire. À défaut de quoi, ces risques sont quand même inférieurs à l'avantage qu'ils tirent en suivant un troupeau de victimes fraîches. De plus, en suivant les troupeaux, les hommes peuvent se fier sur eux pour trouver de l'eau. Mais avant de pouvoir se déplacer sur de longues distances, s'ils ont perdu leur poil, ils doivent trouver une façon de transporter leurs bébés et leurs enfants. Nous n'avons bien sûr aucune preuve, mais il est possible qu'ils aient commencé à utiliser des peaux séchées au soleil. Sans les tanner, grâce au climat sec, elles deviennent aussi dures que du cuir, et elles restent résistantes pendant plusieurs mois. Lors de leur déplacement, ces hommes construisaient les mêmes sortes de camps temporaires hérités du mode de vie de leurs ancêtres. Il ne vaut pas la peine de perdre beaucoup de temps à aménager un endroit qui sert déjà naturellement d'abri, d'autant plus qu'il n'y reste qu'une ou deux nuits. Mais rapidement, leur mode de vie semble se complexifier. Nous attribuons le crédit des premiers camps de base exclusivement aux Homo ergaster, qui occuperont certains endroits pendant une saison tout entière. Ces hommes apprennent alors à s'organiser autour d'un camp plus permanent, à altérer leur environnement et à améliorer leurs conditions de vie. Les branches qu'ils ont utilisées sont disparues depuis très longtemps. En revanche, ils ont laissé des roches placées en cercle de 5 mètres de diamètre. Le camp est généralement divisé selon les activités, donc une aire de repos, une aire de boucherie où nous trouvons les ossements, et des tas de galets et d'outils dans les aires de taille. Ils peuvent identifier les ressources animales, végétales et minérales à proximité du camp. Ils fabriquent systématiquement des outils de pierre, donc des choppers, des rabots et ainsi de suite. Et ils commencent peut-être même à développer une société de partage en divisant les tâches du groupe en sous-groupes. Avec leur connaissance des ressources environnantes et une division des tâches, ce que les aires spécialisées de leur camp semblent confirmer, les hommes gravitent désormais autour du camp où la survie de l'ensemble du groupe dépend de la contribution de chaque individu. Ce partage de tâches ne se faisait probablement pas encore en fonction du sexe,
car chacun pouvait apprendre l'ensemble des connaissances essentielles du groupe. Donc le simple fait de pouvoir accomplir une tâche rend un individu éligible pour la performer. Ceux qui peuvent faire quelque chose ont intérêt à le faire au profit de tous, et l'image moderne de l'homme chasseur et de la femme cueilleuse ne colle pas vraiment chez les premiers hommes. Pendant que certains partent en expédition pour rapporter des roches, d'autres partent à la recherche de nourriture. À l'occasion, ils chassent du petit gibier ou découvrent une carcasse fraîche. Dans ce genre de société, les interactions entre les membres sont complexes et il existe ce que nous appelons un contrat social entre les membres. Autrement dit, ils s'entendent pour coopérer entre eux. Peut-être qu'en accordant plus d'importance au rôle de chacun, ils commencent aussi à donner des soins aux malades, aux blessés et aux plus âgés. Peu à peu, ils dépendent moins du hasard, pendant que leur nouvelle vie loin des arbres les force à bien connaître leur environnement pour pouvoir exploiter les ressources à leur disposition. Suite à une période de sécheresse intense de quelques semaines, voire de quelques mois, un simple éclair suffit à enflammer une savane. Ces feux naturels se produisent régulièrement en Afrique et ils sont une bénédiction pour certains mangeurs d'insectes, sans oublier les troupeaux qui accourent manger les nouvelles pousses plus nourrissantes que l'herbe sèche. Les hommes de cette époque étaient sans doute suffisamment intelligents pour se réfugier de l'autre côté d'une rivière et laisser passer le feu, après quoi ils pouvaient revenir pour manger les carcasses carbonisées. La viande cuite se décompose moins vite que la viande crue, elle dégage une odeur délicieuse, elle goûte meilleure et même si ses premières expériences de barbecue préhistorique furent certainement sans lendemain, le lien de cause à effet entre le feu et la cuisson n'est plus très loin. Les traces des toutes premières tentatives d'utilisation du feu sont impossibles à identifier, car nos ancêtres doivent d'abord apprendre à le manipuler sans se brûler. Nous pouvons voir le feu avec nos yeux. Les petites lumières qui dansent sont même particulièrement fascinantes pour l'esprit humain. Nous pouvons aussi ressentir sa chaleur, et nous savons qu'il est là, mais il nous fait très mal si on essaie d'y toucher, et on ne peut pas le saisir directement. En conséquence, il est légitime de croire que les premières expériences se sont résumées à brûler ce qu'ils avaient sous la main, à remarquer que l'herbe brûle plus vite que le bois, ou que l'on peut saisir une branche enflammée par le bout qui ne brûle pas. Il semble évident de croire que la majorité de ces premiers apprentissages se sont tous mal terminés. Il ne faut pas jouer avec le feu. Le plus ancien feu connu, ayant brûlé pendant quelques jours, remonte à environ 1,6 million d'années. Il ne semble pas avoir servi à la cuisson. Était-ce pour se protéger contre les prédateurs? Pour se réchauffer? Nous l'ignorons. À cette époque, les traces de feu ne sont encore que des phénomènes isolés. Et les Homo ergaster n'ont pas vraiment besoin de sa chaleur à cause du climat tropical. Pendant la saison des pluies, lorsque l'humidité accélère le refroidissement de leur corps, ils apprécieraient volontiers un bon feu. Mais à ce moment-là, l'herbe et le bois mouillé ne brûlent pas. De toute façon, un feu a besoin d'être entretenu continuellement, donc il a toujours faim. Et cette activité est très coûteuse en temps et en effort pour ce qui la rapporterait présentement. Une solution beaucoup plus simple et plus facile pour se garder au chaud serait d'utiliser des peaux et des fourrures d'animaux. D'ailleurs, en les faisant sécher au soleil, avec le climat sec des savanes, les peaux deviennent relativement imperméables. Toute logique semble indiquer que l'usage des vêtements commença longtemps avant d'avoir apprivoisé le feu. Il faut attribuer une longue période d'essais et d'erreurs aux premiers hommes avant qu'ils n'apprennent à entretenir un feu modéré. Et si Homo ergaster semble être le premier à essayer sérieusement, les premières traces d'un feu entretenu à l'intérieur d'un camp de base n'apparaissent que vers 1,3 million d'années. Les premiers hommes à sortir d'Afrique se sont donc éloignés des tropiques lorsque le climat mondial leur permit de traverser les zones arides du nord africain et du Proche-Orient, et même d'atteindre des latitudes près des pôles, c'est-à-dire là où les hivers sont froids, et cela sans savoir faire du feu. Alors, parlons maintenant de l'évolution du proto-langage. Notre capacité à parler est le résultat indirect, accidentel et très progressif d'une longue série d'adaptations, donc jusqu'à ce que les premiers hommes accordent plus d'importance à la communication orale. Même si nous pouvions donner la parole à un singe, il n'aurait rien à nous raconter. Et jusqu'ici, aucune pression ne pousse vraiment nos ancêtres à parler non plus.
avec une plus grande capacité de vocalisation que les singes ou que les australopithèques, et surtout avec leur gros cerveau, nous aimerions croire que les Homo ergaster se mirent aussitôt à développer une sorte de proto-langage, comme par exemple des mots sans grammaire. Il est en fait très peu probable qu'ils aient parlé un langage articulé à cause des petites contributions de chaque génération qui font évoluer les langues humaines très rapidement. Nous aurions beaucoup plus de disparités linguistiques aujourd'hui si Homo ergaster avait parlé une sorte de proto-langage. Comment communiquait-il? Chaque individu connaît encore intimement les autres membres du groupe. Il possède à peu près les mêmes connaissances qu'eux sur le monde extérieur. Alors, quelle information pourrait-il bien avoir besoin de communiquer à part ce qui se produit dans l'immédiat? En comparaison, l'homme moderne est plus régulièrement séparé de sa famille, de ses amis, de ses collègues de travail, de son mari ou de sa femme, et ressent le besoin de communiquer des informations que les autres n'ont pas. Les Homo ergaster ne sont plus des singes, mais ce ne sont pas encore des hommes modernes. Pour le moment, malgré leurs nouvelles adaptations permettant de communiquer avec plus de flexibilité, les hommes préhistoriques conservent leur langage holistique. Une élocution comme « burk » suffit à signifier à un autre « cette nourriture n'est pas bonne, ne la mange pas ». Peut-être mettent-ils plus d'emphase sur l'effet émotif de leur vocalisation par des variations de ton, de tempo, de mélodie, de volume, de rythme et de répétition. Ils devaient transmettre leurs émotions par une combinaison de langage holistique, de chant et de musique, qui sont intimement liés et associés à des mouvements du corps. Aujourd'hui, si l'on demande à quelqu'un d'associer les noms Kiki et Bobo à deux animaux, disons un hippopotame et une souris, la plupart des gens nomment la souris Kiki et l'hippopotame Bobo. En prononçant le son O, la bouche s'ouvre et devient ronde. Nous l'associons à quelque chose de gros. Tandis que le son I est produit par une petite ouverture dans le haut de la bouche. Nous l'associons à quelque chose de petit. Donc une même élocution holistique, suivant des intonations différentes, peut aussi facilement prendre plusieurs sens. Autrement dit, le côté musical des communications permet de transmettre une charge émotive et son message peut être compris de tous. Il va de même pour la façon d'effectuer un geste. Par exemple, prendre un objet rapidement et brusquement trahit l'avarice, tandis que la lenteur exprime un certain détachement. Dire « non » sur un ton fort et sec démontre clairement un désaccord. Même le corps devient raide. S'il s'agit d'une question, le ton passe des sons graves aux sons aigus. « Non » Et nous pouvons aussi accentuer la question en arquant les sourcils vers le haut. Quelqu'un qui répéterait le mot de plus en plus rapidement vers des sons aigus révélerait son angoisse croissante. Non, 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 non! La déception, elle, progresse vers des sons graves et les gestes corporels tendent vers le sol. Oh non! En plus des sons plus variés et plus musicaux chez Homo ergaster, s'ajoute peut-être un meilleur sens du rythme, important à la fois pour la marche et la course, mais aussi pour la musique. Aujourd'hui, nos recherches démontrent que faire écouter de la musique à une personne atteinte de la maladie de Parkinson les aide à contrôler leurs muscles. C'est tout le corps qui semble réagir au rythme de la musique. Dans le cerveau, les neurones qui sont responsables des mouvements moteurs rythmiques sont aussi liés à la reconnaissance des patterns auditifs. Encore aujourd'hui, les gens qui conversent en groupe suivent une sorte de rythme, et lorsqu'un individu tarde à intervenir, il rate son tour et quelqu'un d'autre lui coupe la parole. Nous décrivons souvent la musique comme un mouvement. Par exemple, les termes lento, andante, corrente veulent dire lent, marche et course respectivement. Et si l'on compare un chimpanzé à un être humain écoutant de la musique, le singe n'y prête aucune attention particulière, alors que l'homme reste difficilement indifférent. Comme si suivre les mouvements de la musique pousse le corps à vouloir participer en tapant des pieds, en bougeant de la jambe, en hochant de la tête ou encore simplement en marchant au même rythme que la musique. Aujourd'hui, le langage parlé prend plus d'importance que le langage corporel, qui n'est plus tellement pris en compte dans le message véhiculé. Pourtant, nos conversations demeurent agrémentées de gestes. Non pas le geste de faire un bras d'honneur pour exprimer sa colère, ni de fermer le poing avec le pouce en l'air pour signifier son approbation, qui sont en fait des codes précis qui remplacent la parole, mais plutôt des petits gestes impulsifs comme les mains qui bougent, les épaules, la position du corps, qui représentent le discours oral en cours sans suivre de règles ni de grammaire. Ces gestes sont indissociables de la communication orale, et si nous étions plus attentifs,
et les Homo ergaster l'étaient probablement plus, nous pourrions voir que le message du corps contredit parfois le message oral. Une personne en train de mentir, par exemple, évite généralement de regarder son interlocuteur dans les yeux. Mais n'allons pas trop loin dans l'attribution d'un langage corporel ou d'un caractère mélodieux en ce qui concerne le langage holistique des Homo ergaster. Ils ont des capacités plus grandes pour la musique et pour la multimodalité, donc les gestuels qui accompagnent la voix lorsqu'ils communiquent, sauf que concrètement, ces changements sont très lents à arriver. Leur potentiel n'est certainement pas encore exploité au maximum. Notre capacité pour le mimétisme, elle, pourrait s'être développée à partir des Homo ergaster. Donc, même s'ils ne chassent probablement pas encore du gros gibier, ils chassent quand même des petits animaux, et décrire le monde immédiat avec un peu plus de précision devient maintenant plus utile. L'hypothèse du mimétisme a de quoi séduire. Sans langage, ils peuvent alors s'exprimer par des gestes et des sons qui représentent leurs intentions, en imitant les animaux, en feignant la joie de trouver de la nourriture, en faisant des signes de tête, en bougeant les yeux, en modifiant le ton de leur voix, en faisant des gestes de la main, en adoptant une démarche particulière ou en adoptant les mouvements typiques de l'individu ou de l'animal référé. En quelque sorte, ils apprennent à capturer l'essence des choses. Ils peuvent alors décrire un comportement et faire comprendre aux autres à qui ils se réfèrent. Le mimétisme est encore pratiqué aujourd'hui dans presque toutes les cultures de chasseurs. Donc là où le mime, la danse et les rituels totémiques servent à jouer le rôle des créatures animales. Ces gestes mimés sont dits iconiques, dans le sens où ils restent holistiques et ne sont pas un langage structuré. Et ils visent encore à manipuler le comportement des autres. Notons ici que imiter le cri d'un animal, grâce à une meilleure approximation des voyelles, leur permet indirectement de nommer ces animaux. Par contre, un usage de plus en plus varié et fréquent de vocalisation générique simple finit inévitablement par atteindre une limite dans le nombre de messages tout faits qu'un individu peut apprendre et mémoriser. Les messages qui ne servent pas assez souvent sont oubliés pendant que l'apparition de nouveaux messages se fait progressivement, car ceux-ci doivent être appris par les autres et servir régulièrement avant de s'imposer. Il s'agit encore de messages généraux et non de descriptions spécifiques d'un événement isolé. Ce système de communication favorise un conservatisme, autant dans la pensée que dans les comportements, ce qui explique pourquoi Homo ergaster et ses descendants, jusqu'aux hommes modernes, donc les Homo sapiens, sont excessivement conservateurs. Les mêmes outils servent longtemps et personne ne semble étendre la technique à d'autres matériaux pour fabriquer des outils en os, ni faire des épieux avec des pointes en pierre. Chez Homo ergaster, la régulation de la respiration, vitale à l'usage de la parole, reste sans doute assez proche des singes. De plus, après avoir fait un petit bond par rapport à leurs ancêtres, la croissance du cerveau se met à stagner pendant au moins 1 million d'années. C'est seulement à partir de 600 000 ans avant notre ère que la taille du cerveau se remettra à grossir. Donc, possiblement en conséquence à la nécessité de mieux communiquer, quoique ces liens de cause à effet, comme toujours, sont suspects par leur manque de preuves. Les choses ne sont jamais si simples. Homo ergaster devait communiquer sans langage articulé, donc à l'aide de sons, de mouvements du corps, d'expressions faciales et d'imitations. Et peut-être même se racontaient-ils des histoires et transmettaient leur savoir aux plus jeunes à l'aide de chants, de danse et de musique collective où tout le monde jouait un rôle. En résumé, l'Oldowayen classique débute avec l'apparition d'une nouvelle espèce, Homo ergaster, dont la culture est clairement en continuation avec le premier million d'années de l'âge de pierre. Mais leur survie n'est plus laissée au hasard. Ils construisent des camps de base qui servent de centre aux diverses activités de leur groupe et ils mangent plus régulièrement de la viande, quoique nous ne pouvons pas encore savoir s'ils chassent sérieusement du gibier de taille moyenne. Physiquement, les Homo ergaster sont des vrais bipèdes, voire d'excellents marathoniens. Ils sont plus grands et la taille des femelles rejoint celle des mâles. En conséquence, nous aimerions croire qu'ils sont devenus monogames. Leur cerveau est plus gros, grâce en partie du moins à leur système digestif réduit et, possiblement, à la perte des poils, donc pour mieux réguler la température du corps par la sueur. Le larynx aurait baissé dans la gorge en devenant membraneux autour de cette époque. Mettent-ils alors plus d'emphase sur le côté musical de leur voix? Bon,
Leur potentiel de vocalisation n'est sans doute pas encore exploité pleinement, mais grâce au mimétisme, sans langage, ils peuvent imiter des animaux ou un membre de leur groupe et se faire comprendre. Autrement dit, ils commencent à capturer l'essence des choses. Pour le moment, leur mode de communication reste holistique, donc visant à manipuler le comportement des autres, et il reste conservateur puisque limité à un petit ensemble de phrases toutes faites. Ces hommes, issus du climat aride de l'Afrique, sont partis à la conquête de l'Asie et de l'Europe, laissant les cailloux taillés partout où ils sont allés. Utilisaient-ils des pots séchés pour transporter leurs enfants? Développaient-ils une société de partage avec une plus grande coopération entre eux? Accordaient-ils plus de soins aux malades, aux blessés et aux membres plus âgés? En fait, nous ne le savons pas. Pour terminer, malgré quelques traces d'utilisation du feu, ils ne peuvent pas s'aventurer trop au nord avant d'apprendre à faire du feu.